Merci à vous d'être là. Merci. On a un super panel cet après-midi. Voilà. Donc ils vont se présenter. Vous avez, bon, je ne vais pas faire l'introduction sur le sujet, vous le connaissez, hein, vraiment, c'est sur les aspects hygiène et pratiques sanitaires autour de la production de micro-pousses, avec des enjeux très particuliers dont on va débattre cet après-midi. Alors, on va juste déjà laisser un petit temps pour chacune d'entre vous de vous présenter. Je suis Margot David. J'ai créé l'entreprise Il était une graine avec mon associée Anne et en chambre de culture. Toute l'année, tout le temps, voilà. Ah oui, Catherine alors. Donc Catherine Glémaud, je fais partie du CTIFL. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Nous sommes avant tout un centre de recherche, on fait l'expérimentation, de la recherche appliquée. Et je suis en charge de gérer la partie transfert, c'est-à-dire comment on fait que les résultats de l'innovation, de nos recherches, de nos études, parviennent et soient mis en place dans les entreprises de la filière des fruits et légumes. Et quand je dis la filière, ça va du producteur jusqu'au metteur en marché, jusqu'à la remise au consommateur, la RHD et le magasin. Et c'est à travers de la formation, de l'organisation de manifestations, de la publication d'outils d'aide à la décision et diverses publications. Bonjour à tous, je suis Florence Morisot, je suis productrice de graines germées, micro-pousses et fleurs feuilles fraîches comestibles en centre-ville de Poitiers depuis 2011. Et je distribue uniquement en circuit court et circuit court local, parce que circuit court ça ne veut pas forcément dire local, et toute ma production est certifiée AB. Agriculture biologique. Je voulais vous demander d'abord un peu la perception, parce qu'on est sur des aspects hygiène et risques sanitaires, en fait, par rapport à des produits très particuliers comme les micro-pousses. Je voulais avoir votre perception des attentes des consommateurs, de la façon dont ils gèrent ces risques, ou comment ils comprennent ces risques sanitaires, à la fois d'un point de vue global, CTFL, et puis peut-être à l'échelle d'une structure avec Margot. Alors, historiquement, le consommateur de végétaux, on va dire au sens large, il est plutôt tranquille. Hein. On pense aux intoxications liées aux produits d'origine animale, au lait cru, et puis les végétaux, ça va bien, puis même que ce soit au niveau du consommateur ou des producteurs. Hein. On produit de génération en génération, on n'a jamais tué personne. Et puis il y a eu une année qui a été une année charnière, qui a été l'année 2011, avec la crise du pseudo-concombre espagnol, qui, après plusieurs semaines de recherche, est avéré être des graines germées contaminées à l'Escherichia coli, qui ont quand même provoqué 50 morts. Et là, on s'est dit, on peut mourir en mangeant du végétal, en mangeant des fruits et légumes. Là, il y a eu une prise de conscience, la confiance dans les végétaux a chuté énormément, les ventes ont chuté, enfin tout a chuté. Et puis, les années ont passé, puis on a oublié. Donc le consommateur, il est à nouveau plutôt rassuré. Ça n'empêche que depuis quelques années, on a des notifications de ce qu'on appelle les alertes et contaminations qui impliquent entre autres les végétaux. Et rien qu'en végétaux à feuilles, tout ce qui est gamme des salades, j'ai recensé en 15 ans plus de 180 alertes. Alors qui n'ont pas forcément été jusqu'à l'intoxication alimentaire, mais des alertes avec des contaminations microbiologiques qui concernent des graines germées, qui concernent des jeunes pousses ou qui concernent des légumes feuilles matures. Entre la graine germée et les jeunes pousses, il y a un truc qui s'appelle la micro-pousse, on verra plus tard. Et puis, j'ai pas beaucoup d'exemples en micro-pousse, mais en tout cas, on a eu il y a quelques mois une alerte au Québec avec une contamination à la salmonelle sur des micro-pousses. Québec Escherichia coli. Escherichia coli, ouais. Donc, en tout cas, on ne veut pas que ça se reproduise, c'est ça, même si on relâche un peu. Le consommateur, il suit les médias en matière de confiance. Donc, pour éviter que ça se reproduise. Et Margot et Florence, à votre échelle, avec vos clients, est-ce qu'ils vous interrogent là-dessus? Enfin, quelle est la perception qu'ils en ont? Je t'en prie, Margot, vas-y. On travaille principalement avec des grossistes et donc via les services qualité des grossistes nous demandent un certain nombre de choses, dont la mise en place de PMS, plan de maîtrise sanitaire. Donc c'est des choses qu'on a dû mettre en place déjà depuis un bon moment et on a des comptes à rendre sur ces sujets-là. Voilà, ils s'en inquiètent, quoi. Ouais. Alors moi je ne travaille pas avec des grossistes, je travaille directement avec des chefs cuisiniers. Je dirais que les chefs de restauration privée, je ne dis pas qu'ils s'en fichent, mais en tous les cas ils me posent très peu de questions.
Certains sont venus voir le labo parce qu'ils étaient curieux et que comme je suis en centre-ville et que les restaurants sont en ville, ils étaient curieux de venir voir. Donc certains sont venus, mais pas tous. Et par contre, j'ai parfois quand même... Alors par contre, pour la restauration collective, parce que j'ai la chance de pouvoir parfois ponctuellement travailler de la restauration collective, là par contre, il y a des interrogations qui sont faites justement sur des plans de maîtrise sanitaire où on me demande un peu des comptes quand même là-dessus. Tout à l'heure, tu as évoqué, derrière le micro-pouce, il y a plusieurs produits. On a déjà cité les graines germées, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que peut-être, Catherine, tu veux bien clarifier de quoi on parle et un peu les conséquences. Alors, tout dépend du stade physiologique, le stade de croissance de la plante. Ouais. Donc, on a la graine germée. La graine germée, on a vraiment... elle est développée dans de l'eau, dans un milieu très humide. Et on est avant l'apparition des feuilles. Donc, on a vraiment la graine avec son tégument. Et ça pousse en quelques jours. Ça c'est commercialisé sur l'ensemble. Et ça pousse dans un milieu chaud et humide. Autant dire tout ce que les micro-organismes adorent. Ensuite, on a les micro-pousses. Donc là, on est plutôt sur du 1 semaine à 3 semaines de développement dans la plante. Et là, on a la graine, elle a germé, elle a sorti ses cotylédons, ses premières fausses feuilles, voire quelques premières petites feuilles. Et là, on a ces tiges avec ces premières petites feuilles. Avec ou sans le tégument? Parce que souvent, le problème sanitaire, c'est le tégument. Alors normalement, on n'a plus le tégument. Quand on commercialise un micro-pouce, on n'a plus le tégument. Ouais, et d'ailleurs, ceux qui lavent les micro-pousses vont avoir un système pour évacuer tous ces téguments. Donc normalement, il n'y a plus de graines. Ensuite, on a la jeune pousse. La jeune pousse, on est plutôt à 3-7 semaines d'âge de vie, selon la nature du produit, selon les conditions d'ambiance. Et puis là, on commercialise avec des jeunes feuilles. On a vraiment des jeunes feuilles. On a un système racinaire qui commence déjà à se développer. Et puis après, on a la plante entière. Et le système racinaire, c'est quelque chose d'important parce que la contamination microbiologique, elle peut avoir deux façons. Soit c'est par contact avec l'environnement, avec l'eau, avec le substrat, la surface de la graine, soit c'est internalisé. Et le système racinaire est un filtre. Donc plus le système racinaire est mature, plus ce filtre est efficace. On a très peu de ce qu'on appelle de l'internalisation, c'est-à-dire les micro-organismes qui pénètrent via les racines dans la sève et qui contaminent tout le produit sur un produit mature. Mais sur une jeune pousse, sur une micro-pousse, oui, on va voir. On n'a pas, surtout sur la jeune pousse, parce que la racine est immature. Donc plus on développe, plus on va dans le développement, plus il y a une évolution du risque microbiologique. Et derrière cette diversité de produits, parce que finalement il y a une diversité de produits en fonction des stades, là, il y a une diversité de systèmes de production. Alors je ne sais pas si Florence, tu peux nous dire ce qui se fait en France, dans les différentes structures par rapport au système de production. Il y a effectivement énormément de structures de micro-pousses. Alors déjà, on peut être ce qu'on appelle en indoor ou outdoor, dedans ou dehors. Dehors, il peut y avoir aussi dehors sous tunnel, dehors sous serre, dehors sous rien du tout, dehors. Par contre, la micro-pousse ne peut pas se faire en pleine terre, ça c'est certain. Autant les jeunes pousses, oui, mais les micro-pousses, non. Donc on est toujours sur un support, on est toujours sur du hors-sol. Et il y a des tas de supports possibles. Il y a zéro support, c'est possible, moi j'en fais, du zéro support. Il y a du support inerte ou du support vivant. Non inerte, on va dire. Vivant, c'est pas bon mot. Donc ça peut être des supports inertes, ça peut être du coco, de la fibre de bois, du papier, de la cellulose, enfin plein de choses. Du chanvre, plein de supports. Mais désinfectés ou les substrats sont désinfectés? Non, alors. Sont stérilisés? Pour ce type de support, je parle de cette couche végétale, si c'est de la fibre de bois ou de la fibre de coco, elles ne sont pas désinfectées. Par exemple, la fibre de bois, elle peut être dépoussiérée. La fibre de coco, elle est telle qu'elle. Elle peut être bio, pas bio. Il y en a un tout petit réseau de bio. Mais en tous les cas, la certification bio ne justifie pas une désinfection. Et après, donc, il y a tous les supports de terreau. Il y a des terreaux, alors ça peut-être, Margot, tu pourras peut-être mieux en parler, des terreaux qui sont certifiés. Oui, alors en général, c'est des terreaux semis qui sont utilisés pour la micro-pousse, bio, pas bio. Et il y a des certifications qui existent.
dans les terreaux qui viennent du nord de l'Europe. Il y a la norme RHP qui garantit l'absence de pathogènes humains dans les terreaux. Et donc après, juste pour finir, on a vu donc qu'il y avait différents types de locaux, différents types de supports, et il y a différents types aussi de commercialisation. On peut commercialiser la micropousse soit sur pied, c'est-à-dire vivante telle qu'elle, on la prend sur l'étagère, on l'emmène chez le client ou le grossiste, et ou on peut la couper, la laver, la préparer et l'emballer, ou pas d'ailleurs, enfin la vendre coupée. Et une dernière chose aussi, au niveau des éclairages, donc on peut être soit en éclairage naturel, si on est sous serre, ou dehors, soit en éclairage artificiel sous LED. Ouais. Voilà. Voilà, J'ai essayé de balayer le plus large, peut-être qu'il y a des... Voilà. Après les supports, les plateaux peuvent être soit troués, soit non troués, ce qui génère des conditions sanitaires, d'hygiène différentes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un grand... En tout cas, avec cette combinaison de possibilités, ce qui fait qu'il y a plein de situations, et quand on parle de risques sanitaires, et voilà. je rajouterais même un dernier que j'ai appris il n'y a pas S'adapter. longtemps, je ne sais pas s'ils sont là, à Nice, il y a même des aquaponistes, un micropousseur. Donc ils travaillent avec de l'hydroponie. De l'aquaponie, avec pardon. des poissons. Aquaponie qui est une forme à la mission aquaponie. Tout à l'heure, ce matin. Ils étaient là? Ouais. Des aquaponistes. Non, ils ne sont pas dans la salle, là? Ça s'appelle Ah ben ça. voilà, les aquaponistes de Nice. C'est une petite remarque, ça s'appelle la pousseraie à Nice. La pousseraie. Ils communiquent sur le fait qu'ils fassent de l'aquaponie, mais je ne sais pas si vraiment ils en font. J'ai regardé des vidéos, des articles, j'ai pas vu. Ah écoute, je sais pas, moi j'ai vu sur internet, donc je ne les connais pas. Mais bon voilà, donc il y a même jusqu'au... Donc il y a vraiment... Et puis peut-être que dans les porteurs de projets, il y aura des gens qui vont inventer encore autre chose. Enfin, voilà, Absolument. une grande diversité. Ok, et du coup, là on est pour parler de risques sanitaires, qu'on voit toutes ces combinaisons à la fois de produits, de systèmes ou de production. Comment on gère ça au niveau des risques sanitaires, Catherine? Parce que... Alors effectivement, il y a énormément de cas et de modes de production, de process de production. Donc il faut bien distinguer ce qui est mode de production de ce qui est mode de distribution et de présentation de produits. Donc déjà les modes de production, effectivement, ils vont fortement impacter les dangers potentiels liés à l'environnement de travail. On a vu que ça peut être indoor, ça peut être sur table, ça peut être sur sol. On a vraiment, et à chaque fois, il y a des dangers spécifiques à ces modes de production. Les modes d'irrigation vont aussi en découler, avec là encore une grande diversité. Les substrats, les dangers spécifiques, liés à l'introduction de dangers potentiels liés aux substrats. Plein de questions à se poser. Certains réutilisent des substrats d'ailleurs. Certains réutilisent et compostent, effectivement, recompostent le substrat. Donc il faut vraiment se poser la question de comment je travaille, est-ce que je lave, est-ce que je lave pas, est-ce que je coupe pas, est-ce que je conditionne, est-ce que j'ai des gens qui touchent le produit. À chaque fois, ce sont des dangers potentiels à évaluer. J'allais dire comme n'importe quel comme dans n'importe quel process. Quoi, tout à fait. Production. Mais on est sur un produit plus sensible qu'un produit, on va dire, classique, fruits et légumes classiques, mature, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis après, il y a les modes de présentation. Et là, dans les modes de présentation, on peut peut-être mettre la diapo d'après. Il y a des points qui sont communs. Alors, dans les modes de présentation, on peut vendre sur pied, donc non coupé sur pied, ou on peut vendre en première gamme ou prêt à l'emploi. Donc, je disais, il y a le produit non coupé qui est vendu sur barquette ou sur petit plateau. Et puis après, le produit coupé, lavé ou non en première gamme. Alors, différence entre première gamme et première gamme et demie, c'est un peu subtil. Un chou entier, c'est de la première gamme. Un quart de chou, c'est de la première gamme et demie. C'est-à-dire, c'est un produit qui a subi un premier parage. Quand on parle de micro-pousses, c'est plus difficile de donner des exemples. Donc, ce qui diffère la première gamme de la première gamme et demie, c'est que ce n'est pas les mêmes obligations d'étiquetage. La DGCCRF nous a fortement conseillé en micro-pousses de vendre en première gamme et demie, parce qu'on est quand même sur un produit qui est sensible. Et après, on a le prêt à l'emploi. Donc là, c'est un produit qui est lavé, qui est microbiologiquement prêt à être consommé. Il n'y a plus que l'accompagnement à mettre, mais on n'a rien à faire. Comme les salades en sachet. Quoi. Comme les salades en sachet, comme les carottes râpées. Et donc, dans tous les cas, quel que soit le mode de présentation, tout le monde doit respecter la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des aliments.
le paquet hygiène, avec des obligations de traçabilité, des obligations d'analyse des dangers et de mise en place d'achats CCP. On en reparlera tout à l'heure. Donc ça, c'est commun à tout le monde. Et après, ce qui diffère, c'est les règles d'étiquetage. Donc, alors, quand on est en pied, il y a un grand flou juridique sur qu'est-ce qu'on doit étiqueter. Quand on est sur un produit qui est coupé, il y a la désignation du produit, il y a un numéro de lot, il y a un pays d'origine et il y a un expéditeur emballeur. Donc ça, c'est obligatoire. Et après, si on est en première gamme et demie, il faut une DDL à consommer de préférence avant le. Si c'est une quatrième gamme, c'est une DLC. Et enfin, le dernier point qui diffère, c'est les seuils microbiologiques, la réglementation sur le produit fini. Et là, dans le cas du en pied ou du première gamme et demie, il n'y a pas de seuil réglementaire. Vous allez me dire, oh, chouette, on n'a rien à faire. Non, parce qu'il y a un texte qui dit qu'en l'absence de seuil réglementaire, vous devez respecter les seuils microbiologiques du guide d'alerte officiel. Donc, vous avez bien des analyses à faire sur votre produit qui répondent à ce guide d'alerte. Et concernant le prêt à l'emploi, là, c'est beaucoup plus encadré, beaucoup plus clair avec le règlement 2073-2005, avec des critères sur salmonelle, listeria, monocytogenes, etc. Et tout comme en graines germées, c'est très clair. Et là, non seulement il y a des critères microbiaux sur produits finis, mais il y a des critères microbiaux sur semences. Il y a un agrément obligatoire et puis une traçabilité accrue. Donc c'est encore là, on va dire, un niveau supplémentaire. Donc se poser la question, son mode de production, son mode de présentation. Voilà. Ok, et moi je suis petit producteur, c'est compliqué de respecter tout ça, ou en tout cas d'avoir la connaissance. Et d'avoir la connaissance. Ne serait-ce que ça. Et du coup, Margot et Florence, vous, à votre niveau, là, comment vous, dans vos entreprises respectives, comment vous gérez ça? Comment vous avez appréhendé? Est-ce que vous avez mis en place des choses? Enfin, comment ça se passe en pratique à votre niveau? Je commence. Bon, alors, moi, je donne la date. Moi, je me suis installée le 2 mai 2011 et le fameux concombre est arrivé le 1er juin, donc 3 semaines après mon installation. Donc au début, je disais chouette, c'est du concombre. Et puis bon, quelques semaines plus tard, j'ai vu débouler la DGCCRF à la maison et c'était effectivement le Escherichia coli sur la micropousse. Donc, sur la graine germée. Sur la graine germée, pardon, excusez-moi, sur la graine germée. Et vous faites bien de la graine germée. Je fais de la graine germée, voilà. Ouais, et de la micropousse. Depuis le début, je faisais les deux. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, je me suis vraiment pris, entre guillemets, la porte dans le nez 5 semaines après le début de ma production. Donc j'ai eu une conscience très accrue et puis aussi une formation parce que la personne de la DGCCRF qui est venue chez moi m'a informée de tout ça. Et... Mais elle t'a bloqué ton activité? Non, elle ne m'a pas bloqué mon activité, elle est venue contrôler que je n'avais pas les lots de graines concernés par le retrait de le fameux fenugrec. Donc j'avais du fenugrec qui n'était pas les lots qui étaient incriminés. Mais surtout, si tu veux, j'ai eu une connaissance du risque sanitaire que j'avais quand même, avant de monter mon entreprise, parce qu'on ne monte pas son entreprise du jour au lendemain, j'avais quand même réfléchi à la chose, mais je n'avais pas une conscience aussi aiguë de la potentialité du risque sanitaire, parce que là, on parle de plus de 50 morts, plus tous ceux qui sont handicapés à vie, insuffisants rénaux, etc. Donc ça concerne beaucoup de monde. Donc c'était de la graine germée. Bien entendu, c'est pas la micropousse. Mais disons que j'ai eu cette conscience. Donc dès le départ, j'ai donc mis en place assez rapidement un plan de maîtrise sanitaire et des analyses bactériaux qui m'ont été demandées, et d'autant plus à partir de 2013, puisqu'il y a eu la réglementation qui, suite à la 2011, au niveau européen, il y a une réglementation spécifique aux graines germées qui ne concerne pas les micropousses, spécifique, donc, mais mon entreprise étant concernée, j'ai eu cette conscience-là. Et donc j'ai de moi-même, bien sûr, fait des analyses aussi bactériaux sur les micropousses, puisque j'ai fait assez facilement un lien entre le risque sanitaire, qui n'est pas le même, on est d'accord, mais il y a un lien entre les risques sanitaires qu'il peut y avoir de la graine germée jusqu'au même à la plante mature. Voilà. Donc personnellement, je fais des analyses bactériaux régulièrement, et j'ai mis un plan de maîtrise sanitaire d'autant plus au point
depuis, on en va en parler sur Il y a un travail. le travail qu'on a fait avec la FO. Margot, comment ça se passe pour ta structure? Donc nous, dès le début de notre activité, on avait aussi mis en place un plan de maîtrise sanitaire. Et on avait décidé dans ce plan de maîtrise sanitaire de faire des analyses bactériaux tous les mois par échantillonnage. Et donc on n'avait jamais eu de problème jusqu'à cette année. Donc au mois d'avril, où une de nos analyses est revenue positive à la listeria. Donc on a pu identifier le lot incriminé, le lot de micro-pousses incriminé, et nous avons fait un blocage des produits chez nos clients. Donc c'est une procédure qui est quand même assez lourde. Et donc nous avons tout de suite relancé d'autres analyses sur d'autres produits pour vérifier que ça ne s'étendait pas à d'autres lots. Et nous avons eu d'autres analyses positives sur d'autres produits. Donc là, on a pris la décision de bloquer totalement nos expéditions, de bloquer tous les produits dans les entrepôts de nos clients et de faire un vide sanitaire. Donc de vider complètement nos installations pour les désinfecter entièrement. Donc sur une entreprise qui compte 14 personnes, je vous prie de croire que ce n'est pas rien. Un impact économique. Enfin. L'impact économique qui a été énorme, psychologique aussi, ouais. Et d'autant plus qu'on a mis beaucoup de temps à comprendre d'où venait le problème. On est quand même assez strict d'un point de vue sanitaire. On a des installations qu'on a construites spécifiquement pour la production de micro-pousses, donc qui sont entièrement lessivables, que l'on nettoie très régulièrement. On fait vraiment très attention à ces aspects-là, et donc on ne comprenait vraiment pas d'où ça venait. On utilise de l'eau potable, on utilise des graines que l'on teste, on utilise des substrats que l'on teste. Et alors, le suspense. Et donc finalement, on a trouvé que d'où ça venait de notre terreau, certifié RHP, donc sans extérieur. Donc ce qui veut dire que ce label ne valait rien. Hein. Et ce qui nous a le plus embêté dans toute cette histoire, c'est que quand on a des analyses, les analyses sont faites par des laboratoires extérieurs qui ont prouvé que ça venait du terreau. Le fabricant de terreau n'a pas pour autant arrêté de commercialiser son terreau. Terreau qui est certainement utilisé dans d'autres entreprises qui produisent des micro-pousses. Sauf que des entreprises qui testent leurs micro-pousses tous les mois, il n'y en a pas beaucoup. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment très important de faire des analyses microbiologiques très régulièrement. Il n'y a jamais été question de prendre ce risque. À partir du moment où on a vu qu'il y avait de la listeria sur certains produits, il était hors de question de continuer à produire sans savoir d'où ça venait. Ça peut ne pas être dangereux, la listeria, mais si ça tombe sur une personne qui est immunodéprimée, ça peut être très dangereux. Donc c'est très important de faire des analyses microbio très régulièrement, et d'analyser ces intrants, et voilà, et d'être très vigilant sur ces aspects-là, parce que on a beau parfois acheter des intrants qui paraissent être certifiés, finalement c'est pas forcément. Ouais, contrôler les fournisseurs et contrôler les fournitures. Et du coup, alors bon, vous avez prononcé le gros mot déjà, comment on s'adapte, comment on gère tout ça. Donc vous avez parlé de plan de maîtrise sanitaire. Alors peut-être Catherine, tu peux nous synthétiser. Parce qu'il y a un plan de maîtrise sanitaire et finalement, on n'est coupe pas. Faut avoir, toutes les structures devraient avoir un plan de maîtrise sanitaire, si je comprends bien. Tout à fait. Ça relève d'un règlement européen qu'on appelle le paquet hygiène, le 178-2002, et qui dit que toute entreprise alimentaire doit avoir un plan de maîtrise sanitaire, un PMS. Ce plan de maîtrise sanitaire, c'est la traçabilité plus de la mise en place de l'HACCP. Faire de l'HACCP, c'est quoi? C'est être un peu parano. C'est se dire, par rapport aux produits que je travaille, par rapport à mon process, qu'est-ce qui pourrait arriver? Quels seraient les dangers potentiels? Par rapport à mes employés aussi. Par rapport à mes employés, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle les 5M, hein, la matière première, le matériel, l'environnement, les moyens humains, enfin voilà. Et par rapport à tout ça, qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait se passer qui fait que je contamine mes micro-pousses? C'est identifier tous les risques. C'est identifier tous les dangers possibles, voilà. C'est évaluer le risque. Voilà, derrière, c'est est-ce que ça c'est grave, est-ce que c'est pas grave si ça se produit, est-ce que ça arrive souvent, est-ce que ça arrive pas souvent, si ça arrive, est-ce que je suis en mesure de le détecter ou pas? Et là, on va se poser la question des dangers physiques, les corps étrangers, c'est plus simple, mais bon, on n'est pas à l'abri d'un néon qui casse. Les dangers chimiques,
Bah oui, j'utilise quelques produits quand même, rien que pour mes tables de conditionnement, pour quelques détergents, quelques désinfectants, et puis le côté microbiologique. Donc, se poser la question, quel est mon process? Quels sont mes produits? Quels sont mes clients? Est-ce que j'ai dans mes clients des populations sensibles? Et puis en fonction de ça, se poser la question, quels sont les dangers? Quelles sont les mesures de maîtrise que je peux mettre en place? Et on va souvent tomber sur des mesures de maîtrise de bon sens. L'hygiène du personnel, l'hygiène des locaux, tout ce qui est lié à la question de l'eau est un gros sujet. La question du substrat est un gros sujet. L'hygiène du personnel. Mais c'est vraiment passer en revue et voir parmi tous ces dangers, qu'est-ce qui est essentiel à maîtriser au regard de la santé du consommateur. C'est-à-dire si ce danger se produit, il peut être très grave. Donc, qu'est-ce que je dois absolument surveiller? Est-ce que je dois surveiller? On est responsable. Si demain il y a une intoxication alimentaire, le dirigeant, il est responsable. Et derrière, il y a 2 niveaux de responsabilité. La responsabilité civile, qui est obligatoire, que vous l'avez, vous avez contaminé quelqu'un, vous avez intoxiqué quelqu'un, responsabilité civile. Et après, la responsabilité pénale, c'est, entre guillemets, est-ce que c'est de votre faute? Est-ce que vous avez pris toutes les mesures en tant que professionnel pour limiter et maîtriser les risques potentiels? Et c'est là qu'on va retenir ou non c'est l'obligation de moyens. Et c'est là qu'on va mettre on va regarder tout ce que l'entreprise a mis en place en matière de PMS, le plan de maîtrise sanitaire. Alors, avant de passer la parole aux gens, du coup, en conclusion, là, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message, chacun un peu à son niveau en fonction de sa fonction, par rapport à ces risques bactériologiques au niveau des micro-pousses? Moi, ce que je peux dire, c'est que moi, ce qui me préoccupe, et depuis même plusieurs années, depuis le début je travaille, c'est que effectivement, on est tous concurrentiels, bien sûr, chacun fait... Mais on est tous aussi solidaires, c'est-à-dire que s'il y a une entreprise qui tombe à Marseille, ou même à Londres, ou à Berlin, demain, moi je l'ai vu avec les graines germées, en 24 heures, 95% du chiffre d'affaires tombe. Et après, c'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est une année, voire des années pour remonter la pente. Donc moi, je suis solidaire avec vous tous, producteurs, parce que s'il y en a un qui tombe, je tombe. Donc on a tous intérêt à travailler ensemble, à ce qu'on soit tous sains, qu'on travaille tous sainement. Voilà. C'est vraiment un message. Et donc ça veut dire se communiquer entre nous, la transparence. On a réfléchi avec Florence, et ce qu'on propose, c'est d'essayer de réfléchir à la mise en place d'une charte ou d'un label, à voir comment on le nomme, mais quelque chose avec un cahier des charges qu'on définirait entre producteurs, qui soit accessible à tout type de producteurs, c'est-à-dire que petite structure, plus grosse structure, quels que soient les moyens de production, et qui permettent de montrer qu'on s'engage sur la façon dont on produit pour garantir la qualité sanitaire de nos produits. Et donc aussi être transparent sur les alertes, on dit oups, j'ai un problème, oui, alors la transparence, de signaler quoi. Voilà. Margot témoigne ici devant vous, c'est vrai qu'elle pourrait très bien. C'est pas simple de dire j'ai eu des problèmes dans ma boîte. Alors je vais juste rebondir, vous avez une obligation réglementaire qui est de notification. C'est-à-dire que si vous êtes au courant d'un problème et que vous ne prévenez pas les autorités, c'est une circonstance aggravante qui vous fait passer directement au pénal. Donc, c'est pénal, potentiellement. Mais en tout cas, c'est une obligation réglementaire, ce qu'on appelle le principe de transparence, qui vous oblige à notifier aux autorités à travers un CERFA toute détection interne à votre entreprise dès que le produit a quitté vos locaux. Et on peut dire aussi quand même que avec la FAUP, depuis 4 ans, on a travaillé à un HACCP avec le CTIFL, qui est donc un document qui permet à tous ceux qui produisent dans tous les systèmes dont on a parlé tout à l'heure, petits ou gros, de s'installer un plan de maîtrise sanitaire, un HACCP, pour 50 €, ce qui, je peux vous dire, est rien du tout, parce qu'un plan, quand on fait intervenir une entreprise pour le faire, c'est au moins 1000 ou 2000 €, je sais pas. Et puis toi, le premier... Nous, on l'a fait en interne, mais ça nous a c'est pris des énormément jours de temps. et des jours. Ouais. Et en plus, on n'est pas forcément sûr d'être formé
Alors que là, c'est un travail qui a été fait par une professionnelle. En cohérence avec ça, il y a eu un groupe de travail, il y en a certains dans la salle qui sont là, on a travaillé ensemble pour essayer de délimiter tous les cas de figure. Et donc vous avez accès, que vous soyez adhérent ou pas à la FOP. Hein. C'est mieux d'être adhérent. C'est mieux d'être bien sûr. Il y a un prix de réduction quand on est adhérent, non? Et donc ça c'est, on va dire, c'est une ossature. Si. En plus, ouais. C'est 50 € pour les adhérents, 100 c'est- € pour les non-adhérents. Ah, je ne savais pas, d'accord, pardon. Quand même. Et donc, vous avez une ossature qui vous permet de, en fonction de votre mode de production, de dire, ben, ça me concerne, ça me concerne Oui. pas, etc. Bien sûr. Chacun doit On a adapter. essayé dans ce document de ce qu'on appelle de faire un HACCP mutualisé, où on a pris en compte, on a essayé de prendre en compte tous les cas de figure, et puis après vous faites votre ménage dedans, et vous prenez en compte les descriptions de produits qui concernent vos modes de présentation, vous prenez les process qui concernent, puisqu'il y a plusieurs process, votre façon de travailler, et en fonction de ça, vous avez les tableaux d'analyse des dangers qui correspondent à votre façon de travailler. Donc derrière, vous n'utiliserez pas tout, mais vous avez normalement 80% du travail de votre plan de maîtrise sanitaire qui a déjà été rédigé. Et on n'oubliera rien surtout. Et ensuite, il faut le mettre en Voilà. place. Ah oui. C'est pas tout. Alors voilà, c'est ce qu'on disait aussi avec Margot, il faut les mettre en place, le respecter. Ça veut dire Il ne qu'il s'agit faut... pas de seulement d'écrire, je vais faire tous les X semaines une analyse, il faut la faire. Ouais. Et puis, il faut aussi l'actualiser, parce que nos entreprises évoluent, voir aussi le contexte sanitaire, Le global, contexte peut réglementaire, peut le évoluer, contexte, voilà, c'est... les attentes clients. D'où l'intérêt aussi Ça veut d'être en réseau entre nous, de pouvoir aussi s'informer les uns les autres. Voilà. Quand tu Et dis- si demain vous Ouais, voulez aller vas-y. plus loin et mettre en place une charte, puisque c'est ce que j'ai entendu, Ben, ça peut être qui du dit côté- charte, dit c'est comme une sorte de label. Donc qui dit charte, dit communication et dit système de contrôle, par tierce Oui, partie. C'est-à-dire si vraiment vous voulez aller jusque-là. Ça, ce sont vos obligations réglementaires, d'avoir tous un plan de maîtrise sanitaire. Si demain vous voulez communiquer sur les bonnes pratiques des micropousseurs et aller vers une charte, ça veut dire qu'il faut un organisme tiers qui vienne contrôler que ces bonnes pratiques que vous avez écrites sont mises en œuvre C'est sûr. et que vos analyses Donc ça- sont bien réalisées. Ça veut dire une sorte de labellisation Je qui pense pourrait- qu'il faut y réfléchir Ouais. ensemble. Est-ce que ça intéresse ou pas? Enfin voilà, c'était une Mais idée. entre qu'on- charte et labellisation, finalement, ça demande à ce que les structures en France fédèrent ou travaillent ensemble. Donc, Oui, est-ce sous forme est-ce qu'aujourd'hui, il y d'association. a un groupe de travail national, il y a une association qui se préfigure? Alors Ou on a, c'est pour on a l'instant, des personnes. il y a les la travaux, FOP, voilà, les personnes ressources qui vous la ont FOP aidé. est là aussi. Mais après, voilà, Marie il faut- je ne sais pas, est-ce que la FOP pourrait, même si on n'est pas adhérent à la FOP, parce que tous les micropousseurs ne sont pas adhérents à la FOP, Nous, on est à l'écoute de nos adhérents et de leurs besoins et de leurs attentes. Donc, si on voit qu'il y a une volonté et qu'il y a une demande à ce que la faute porte le travail, nous, on peut Coordonner. faire la demande au conseil d'administration. Il va y avoir un financement, par contre, pour ça, parce que on l'a bien vu avec le PMS, il faut de l'expertise derrière. Donc, voilà. Après, est-ce que les micropousseurs veulent une fédération pour elles toutes seules? Parce que nous, on est sur, vous le voyez, on est sur plein de sujets différents. Oui. Ou trouver ça intelligent et intéressant aussi d'être avec toutes ces autres familles qui sont ici, parce que y a des risques sanitaires. Tout est à réfléchir. Je vous écoute. Voilà. On est là Merci. pour- on est Et là c'est le pour mot de la écouter. transition, là. On vous écoute. Hein? Alors, on vous écoute, vous, dans la salle. Alors, pardon, excuse-moi, voilà, tu étais la première à lever le doigt tout à l'heure, donc je te donne la priorité, vas-y. J'ai plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des recommandations sur le nombre d'analyses à effectuer finalement? Est-ce que vous, Margot, vous avez dit tous les mois au départ? Est-ce que vous en faites toujours autant? Et- Alors, question simple et réponse courte Nous, aussi. on en enfin, fait, pardon. on en fait 3 tous les mois, mais par échantillonnage. Mais je ne sais pas si... il y a Non, pas de- réglementairement parlant, vous n'avez pas d'obligation, comme vous... Alors, je mets à part la 4e gamme, en général, vous êtes en première gamme et demie. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas d'obligation de moyens, vous avez des obligations de résultats. Mais derrière, c'est à vous de définir votre plan de contrôle. Et évidemment, ça ne sera pas la même chose en fonction de la taille de votre structure, de votre gamme, en fonction du risque. et en fonction de votre analyse des dangers, d'évaluation des risques, et c'est à vous de définir vos fréquences. Donc, il peut y avoir des bonnes pratiques, et on a des exemples avec Florence et Margot, mais en tout cas, ce n'est pas réglementé.
Il y a une échantillotech en première gamme et demie. C'est c'est- pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Hein, certains Moi, ce que je peux le dire souhaitent. aussi, ce qui est des partenaires pour lesquels, enfin, un partenaire avec lequel sur lequel je m'appuie beaucoup, c'est tout simplement mon laboratoire d'analyse que je fréquente quand même assez souvent à cause des graines germées, puisque je suis là tenue réglementairement d'en faire chaque mois. Mais pour les micro-pousses, je les ai questionnés. Je leur ai demandé, ils sont venus dans mon labo, ils ont vu ma structure, ils ont vu les quantités, etc. Et je leur ai dit, vous êtes professionnels, qu'est-ce que vous me recommandez? Donc il faut aussi s'appuyer sur des professionnels. On peut aussi questionner des structures comme le CTFL ou autre. Et c'est évident que c'est en fonction. Moi, ce que si je suis là aussi pour ça aujourd'hui, c'est de dire que j'espère qu'il n'y aura pas ce qui s'est passé pour les graines germées. C'est-à-dire que moi, la réglementation des graines germées, que je produise 50 kilos ou que je produise 50 tonnes, la réglementation est la même. Aujourd'hui, moi, mon labo, il fait 7 mètres carrés. Toi, tu as 2000 mètres carrés. On n'a pas du tout les mêmes quantités de production. Mais évidemment, on va mettre des modes d'analyse différents. En tout cas, c'est bien de souligner que graines germées, c'est à part, Ah oui, parce graines qu'il y a une germées, ça y est, la réglementation très réglementation compliquée, forte, Elle est tombée stricte. et on ne peut pas y revenir. Là, on ne peut pas revenir. Voilà. Mais Là, on par parle bien contre, des micro-pousses. faisons en amont quelque chose. chose qui nous prévient de cette réglementation qui pourrait potentiellement nous tomber sur la... Voilà. Monsieur, après, je reviens, on pourra faire tourner. Une question pour chacune. Le plan de maîtrise sanitaire, je sais que tu fais aussi de la fleur comestible. Tu disais que les restaurateurs n'étaient pas trop inquiets. Est-ce que tu appliques quand même ce plan à ce produit fleur comestible? Et l'autre question, c'est dans votre plan, comment vous avez géré le fait que vos substrats sains étaient en fait contaminés? Comment vous réagissez derrière? Alors on fait un peu de fleurs comestibles aussi, nous, et on les traite de la même façon que les micro-pousses, donc on fait les mêmes analyses, etc. Et donc on a changé de substrat. Et maintenant on analyse, avant on faisait des analyses une fois par an sur notre substrat, du moment qu'on ne changeait pas la référence. Maintenant on analyse chaque lot. Ça nous coûte super cher, mais on ne veut pas que, C'est lot ou ça se série? reproduise. Ouais. Il y a des numéros de lot Voilà. sur les terreaux. Et puis on travaille aussi à utiliser on réfléchit à utiliser un autre substrat qui ne soit pas du terreau, qui nous paraît trop risqué d'un point de vue bactérieux. Ouais. Il faudrait les autoclaver systématiquement. Il y a la théorie puis la pratique. Il y a la pratique et il y a le coût écologique. Le coût écologique. Et juste pour c'est pas le sujet, mais pour les fleurs comestibles, effectivement, je suis tenue par la même chose. Alors moi, les fleurs comestibles, elles sont à l'extérieur. Autre question? J'ai une question. Pour les analyses, vous analysez d'abord les graines, systématiquement, les espèce par espèce, ou les micro-pousses produites? Il y a une certification sur les graines, normalement? Alors, pour les pousses et graines germées, il n'y a pas de certification? on a des fournisseurs de graines, tout le monde j'imagine, nous envoient en général des certificats. Ces lots ont été libérés, si je puis dire, avec des... Il faut savoir, je le dis pour information, après chacun fait ce qu'il veut, il faut savoir que ces analyses sont faites sur graines sèches à N égale 1, c'est-à-dire à échantillon, un échantillon. C'est pas une obligation. Moi, j'ai eu mon fournisseur, je l'ai questionné là-dessus. Il n'est pas obligé par la loi de le faire. Il le fait parce que les micropousseurs le demandent et que donc il veut garder ses clients. Mais il le fait à N égale 1 sur graines sèches. Sachez que l'Escherichia coli de 2011 n'aurait pas été détecté, c'est ce qu'on m'a dit, moi je ne suis pas spécialiste, on m'a dit que l'Escherichia coli de 2011 n'aurait pas été détecté. Et nous, donc en graines germées, on est tenu de refaire les analyses bactériaux, même si on reçoit des graines qui sont déjà pré-testées, on va dire, par nos fournisseurs, à N égale 5, donc 5 échantillons, donc 5 coups d'analyse, et à germination à 48 heures. Et là, l'Escherichia coli était potentiellement détectable. Voilà. Donc je vous le dis pour information, quand vous recevez vos lots, elles ont été analysées, mais voilà, dans ces limites-là. Et on pourrait éventuellement, si on était regroupé aussi, moi ce que j'ai questionné mon fournisseur, si on était regroupé, s'il y avait une réelle demande, parce qu'il faut savoir qu'au niveau des fournisseurs, les coûts de faire du N égale 5 à 48 heures est beaucoup plus important que du N égale 1 sur graines sèches. Mais si tous les producteurs, donc les acheteurs de ces fournisseurs, demandaient du N égale 5 et du 48 heures,
je me dis pourquoi pas, il pourrait peut-être y avoir en amont cette prise en charge. Mais ça aurait un coût, une répercussion sur le prix des graines, évidemment, j'imagine. Merci. Voilà. Il nous reste 2 minutes. Oui. Vous avez parlé de restauration collective par nourriture. C'est quoi comme type de société? Ce sont des écoles Oui, c'est de la cantine scolaire, principalement de la cantine scolaire. Alors moi, je travaille plus avec les collèges. C'est le département dans lequel je travaille, la Vienne, est assez sensible à ça. Donc, ils aiment bien le circuit court. Mais c'est cantine scolaire. Après, j'ai travaillé aussi avec un peu de restauration hors domicile, de cuisine collective pour la restauration hors domicile dans les entreprises. Ils ne sont pas plus inquiets pour les écoliers, les têtes blondes? Ah si, justement, là, il y a une sensibilité. Il y a une sensibilité, ouais. Très fort. Du coup, ils ne désinfectent pas les produits si, ils les désinfectent. Alors, il n'y a aucun moyen, en tous les cas, pour la graine germée, je ne sais pas pour la micro-pousse, mais pour la graine germée, il n'y a aucun moyen de désinfecter un produit. Enfin, là, peut-être que Catherine, bah je peux non. me demander s'il y avait non, il n'y a aucun moyen de. Non. Leur solution à la javel, au vinaigre. C'est pas autorisé. Alors là, la javel, l'utilisation de javel est très encadrée. C'est uniquement en 4e gamme et c'est extrêmement encadré. Et sur les autres produits, c'est pas autorisé. de faire de la désinfection. La désinfection à l'eau de javel. Ouais. Et c'est des produits qu'on mange crus, donc voilà. Monsieur, monsieur, voilà. Oui, c'est très bien. Ouais, c'était une question, on a parlé de responsabilité civile et pénale. Dans l'exemple, Margot, que tu nous partageais avec la contamination du terroir à la listeria, est-ce que ton entreprise, il y a eu un préjudice important, on l'a compris, peut se retourner s'est retourné contre le fournisseur ou pas? Si oui, comment On n'a vraiment pas eu de chance. Donc on a eu notre contamination fin avril. On a compris que ça venait du terreau mi-mai. Donc on a eu 4 analyses positives de terreau. Et le temps qu'on demande aux experts d'intervenir au niveau de l'assurance, ils sont venus début juillet. Entre-temps, on a eu une canicule. La température est montée très haut dans la serre. Et on a refait les analyses avec les experts et la listeria avait disparu. Donc on a récupéré 0. Donc les hautes températures sont... Donc un conseil, si ça vous arrive, vous faites venir tout de suite un huissier de justice et vous faites les analyses avec l'huissier de justice. Et tout de suite. Une dernière question qui vous brûle la langue et on va arrêter là. Sinon... Vas-y. Le coût des analyses, du coup? Allez, rapide. Ça dépend si c'est sur terreau, sur graines, sur micro-pouces, qu'est-ce qu'on analyse, sur l'eau. Ça vous coûte combien par an? Ça vous coûte combien par an, les nous, assurances? Pour un échantillon de micro-pouces pour Listeria, Salmonelle et Escherichia coli, ça nous coûte 110 €. Et donc, et sur l'année? Alors, cette année... ouais, un peu particulier. Ouais. Non, des milliers et des milliers d'euros. Moi, ça dépend aussi des laboratoires d'analyse, il faut les mettre en concurrence. Le mien, c'est ça, je tourne à peu près. Parce que ça dépend, le devis qui va vous faire le laboratoire. Une réponse simple. Oui, non, mais il va vous faire un devis en fonction si vous lui amenez une fois une analyse ou si vous lui en amenez tous les 15 jours. Et combien tu payes au final Alors, moi, en emportant tous les mois, je suis autour de, pareil, taxe, 110. Entre 110 et 120 €. Ouais, ça marche, donc c'est Et je n'ai pas de frais de déplacement parce que j'ai la chance d'habiter dans la même ville que le laboratoire. Mais ça, c'est sur micro-pouces. Sur terreau, c'est 4 fois plus cher. Voilà. Allez, dernière question. Je ne sais pas si vous l'avez expliqué ou pas, c'était juste la différence entre première gamme et première gamme et demie. Alors, en fait, c'est difficile. Je me pousse un peu juste dans le cadre de la caméra. Pour les fruits et légumes frais, c'est assez simple. La première gamme et demie, c'est un produit qui a subi un premier parage. Typiquement, le potiron entier, on est à l'automne, c'est de la première gamme. La tranche de potiron, c'est de la première gamme et demie. Le cube de potiron, c'est de la 4e gamme. C'est-à-dire que la première gamme et demie, c'est un produit qui a été coupé, dont l'intégralité a été affectée. L'intégrité, parce qu'il en manque un bout. Mais il n'est pas prêt à l'emploi, parce que vous n'allez pas manger l'écorce de votre tranche de potiron. Et justement, c'est ce que je vous disais, dans le cas des micro-pousses, ça n'a pas de sens. Et la seule chose que nous a répondu, parce qu'on a participé ensemble avec la FOP il y a quelques années, une intervention où on a fait intervenir la DGCRF, ils nous disent finalement, compte tenu de la sensibilité du produit,
traiter plutôt comme si c'était la première gamme et demie. Le plus le Ouais, Voilà. côté safe side, enfin un peu plus. Mais c'est difficile, en micro-pouce. C'est DDM fortement conseillé. quoi. DDM fortement conseillé, Dès exactement. qu'on coupe, hein, il y a un contact. C'est ça. Donc, voilà. Bon, merci. Une question. Je ne veux pas frustrer personne. Monsieur n'est pas intervenu, ça va. Allez, juste une toute dernière. Cette histoire de gamme et demie ou quatrième gamme, par exemple, une première gamme et demie qui est coupée et lavée, qu'est-ce qu'il y a de différent? Entre la quatrième gamme et la première gamme et demie, eh bien dans la quatrième gamme, on est sûr que le produit il a subi plusieurs phases de lavage et qu'il est prêt à consommer. Voilà, on ouvre la barquette, on mange. Mais est-ce que ça nécessite aussi Eau de Javel. des analyses 80 ppm. Avant de distribuer, il faut analyser les lots aussi. Alors effectivement, dans le cas de la quatrième gamme, il y a des analyses. Là, on a des seuils microbiologiques obligatoires. C'est qu'on n'a pas en première gamme. Et puis DLC, et puis c'est 8-9 jours. Et c'est la DLC. Mais même en première gamme, on ne peut pas se permettre. Enfin, en fait, c'est absence ou présence. Parce qu'on produit en conditions humides et chaudes. Donc même s'il y en a un tout petit peu, nous, dans le terreau, il y en avait des quantités infimes de listeria. Mais on est dans un milieu chaud et humide, donc forcément ça se développe pendant la culture. C'est bien de souligner donc ça. c'est absence. On ne peut pas dire en dessous de c'est présence ou absence. Alors, merci. Je voudrais qu'on applaudisse notre panel.